Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Le Temps et directeur de la collection L'âme des peuples aux éditions Nevikata. Nous vous rappelons que notre prochaine émission en public à l'école alsacienne sera le 17 novembre. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. D'ailleurs, vous êtes déjà presque une centaine d'inscrits à plus de 15 jours de cette manifestation. Mais enfin, il y a de la place, donc vous pouvez vous inscrire. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 et Le 1, cette semaine, retourne à Rouen. Il retourne à Rouen après, évidemment, les explosions que nous savons. Et Jean-Baptiste Fressoz rappelle et documente le fait qu'à chaque drame, on affirme que rien ne sera comme avant. Manon Polic revient sur la catastrophe de Béziers et la manière dont elle a été traitée et la manière dont elle serait potentiellement traité aujourd'hui. Jochen Gerner, dans ses dessins, fait le tour d'un siècle d'accidents industriels majeurs, et Nicolas Beauve fait l'inventaire des questions sans réponse satisfaisante. Nous sommes soutenus par vous-même, et nous allons remercier maintenant celles et ceux d'entre vous qui ont concrétisé ce soutien sous la forme d'un don, le plus souvent, et c'est d'ailleurs ce qui nous est le plus utile, mais enfin tout nous est utile, un don mensuel à notre podcast, que vous pouvez trouver tous les renseignements nécessaires sur notre site. Et pour ce qui me concerne, je remercie Alain Favori, Michel Lajoigny, Philippine Cazard et Paul Mallet. Marc-Olivier Padis. Je remercie vivement au nom du Nouvel Esprit Public Marie-Hélène Marchand, Pierre Amalric, Yveline Latour et Martine Kéo-Le Breton. Jean-Louis Bourlange. Eh bien, moi, je remercie David Terme, Robert Belliot, Pascal Longéani et Philippe Kourilski. Richard Verly. Alors, merci beaucoup pour leur fidélité au Nouvel Esprit Public à Daniel Chappé, Sébastien Clar, Florent Fac et Johan Abiven. François Bujon de l'Étang. Et pour ma part, je remercie Gildas Lecause. J'ouvre ici une parenthèse d'ailleurs pour dire que je suis toujours gêné par ce prénom parce que je connais un Gildas qui veut qu'on prononce Gilda. Donc si je le prononce mal, que monsieur Lecause Gildas Lecause doit être un correspondant assez régulier, donc il peut nous envoyer un courriel pour nous dire comment il souhaite être prononcé. Mais aussi Fabrice Lelec, Sylvie Osda, Isabelle Rime. Merci à elles et à eux, et merci à celles et ceux qui vont suivre leur exemple. Je voudrais donc d'abord commencer par nous intéresser et orienter notre conversation autour de la laïcité. Laïcité, que de cris on émet en ton nom. Selon une enquête via Voice pour l'Observatoire de la laïcité, réalisée en novembre dernier, 3 sondés sur 4 se déclaraient attachés à ce principe. Les 2 tiers, 69%, des personnes interrogées jugent que la laïcité est un principe républicain essentiel et 4 sur 5, 79%, qu'elle n'est ni de droite ni de gauche. Toutefois, on note des disparités entre catégories de la population. Les personnes les plus aisées, les cadres et les CSP+, ou les plus âgés, les retraités, sont à la fois les mieux informés et les plus attachés à la laïcité, selon Via Voice. Les réponses divergent, de même, assez largement, en fonction de la religion des répondants. 72% des protestants, 60% des catholiques considèrent que la laïcité, du moins dans ses principes juridiques, protège les pratiquants des différentes religions, tandis que moins d'un musulman sur 2, 45%, en est convaincu.
Interrogés sur l'avenir, les sondés sont 57% à juger que la montée des intolérances entre les différentes communautés religieuses constitue la principale difficulté à laquelle sera confrontée la laïcité en France. Arrivent ensuite pour 44% les crispations engendrées par le port de signes visibles de certaines religions. Ces crispations sont anciennes. L'affaire du foulard de Creil en 1989, la première polémique sur les parents accompagnateurs des activités périscolaires en 2006, l'affaire de la crèche Babylou en 2008, la polémique sur le port du voile dans les universités en 2013, celle sur le burkini à l'été 2016, celle sur le voile pour courir de Décathlon en janvier 2019, ou celle de l'affiche de la Fédération des conseils de parents d'élèves en septembre dernier, et encore plus récemment, la prise à partie d'une femme voilée dans le public du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté par le député du Rassemblement national, Julien Audoul. Dans cette dernière affaire, la Macronie a fait entendre des voix dissonantes. Pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ce que le voile islamique, je cite, dit de la condition féminine n'est pas conforme à nos valeurs et il n'est pas souhaitable dans notre société. Le député du Val d'Oise, Aurélien Taché, porte-drapeau de l'aile gauche de la majorité, charge le ministre et insinue qu'il fait le jeu du Rassemblement national. Le Premier ministre tente de calmer le jeu en déclarant, je cite, que l'accompagnement scolaire est un collaborateur occasionnel du service public. Dans le droit actuel, il n'est pas tenu au principe de neutralité. Sans ligne directrice sur la laïcité, la majorité se divise et espère une prise de parole du président. Mais cette prise de parole se fait attendre. Sur cette question, Richard Verly. Cette prise de parole a eu lieu puisqu'Emmanuel Macron, depuis la réunion, a fait savoir qu'il considérait que le port du voile dans l'espace public n'était pas son affaire, mais que le port du voile dans une enceinte de service public, par exemple les écoles, était son affaire. Et je voudrais d'abord dire un mot sur cette expression. Effectivement, dire que c'est son affaire ou que ce n'est pas son affaire, ça personnalise encore plus ce débat et ça en fait encore plus un débat politique et c'est bien là, à mon avis, le problème. C'est-à-dire qu'on voit combien sur le plan politique, car la dernière affaire en date, celle du Conseil régional de Bourgogne, était une initiative politique de la part d'un élu du Rassemblement national. C'est une affaire dans un contexte d'une France toujours incandescente, sur la laïcité et où on n'arrive pas à trouver ce qui semblerait un point d'équilibre. Et je ne suis pas étonné que, à nouveau, l'incendie reparte ou en tout cas que des flammes se rallument parce qu'il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron, sur ce sujet, n'a finalement pas trouvé lui-même son point d'équilibre. Lorsqu'il est en campagne, déjà, il évoque en 2017, une rediscussion de remettre sur la table la loi sur la laïcité de 1905. Donc lui-même, il commence un peu à allumer cette mèche. Ensuite, il y a le contexte de l'actualité. Récemment, on ne peut pas non plus dissocier l'intervention de cet élu du Rassemblement national de ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris avec les 4 policiers tués dans l'enceinte de ce bâtiment. Tout ça pour dire que moi, je suis assez attristé de voir que dans la France d'aujourd'hui, finalement, on n'arrive pas à se réconcilier avec 2 choses. La première, c'est que la laïcité devrait être idéalement bien comprise par tous et elle ne l'est pas. C'est un problème, vous l'avez dit. Les sondages montrent qu'elle est comprise par une partie de l'opinion, mais pas par une autre. Donc, comment faire appliquer quelque chose qu'une partie de l'opinion française ne comprend pas ? Ça, pour moi, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est celle du rapport, au fond, entre la laïcité, le port du voile et ce que je dirais la société réelle. Et de ce point de vue-là, moi j'ai une réflexion sur les accompagnants scolaires assez simple. Ceux qui voudraient exclure le voile donc des sorties scolaires, s'imaginent que les enfants, lorsqu'ils sortent de l'école, ne voient pas dans les quartiers des femmes voilées. Puisqu'au fond, on refuse aux femmes voilées de les accompagner, alors que la première chose que voient beaucoup de ces enfants lorsqu'ils sortent de leur lycée, ce sont des femmes voilées au marché, dans la rue, etc. On imaginerait aussi que le fait d'être accompagné par une femme voilée fait que, quelque part, dans le futur, vous porteriez vous-même le voile si vous êtes une petite fille. Tout ça me paraît quand même un peu des élucubrations. Je trouve dommage que Emmanuel Macron ait trop personnalisé ce débat et je trouve dommage que le ministre de l'Éducation n'ait pas eu une position plus médiane, car au fond, là, il a quand même, on peut le dire, mis de l'huile sur ce feu qui couve. Marc-Olivier Padis ?
Oui, je pense que c'est un sujet grave, mais dont le traitement public est malheureusement passablement embrouillé, pour ne pas dire plus. Et personnellement, je trouve que la boussole qui doit nous orienter dans ce débat à fleur de peau et explosif, c'est que la liberté de conscience doit prévaloir, comme c'est le cas dans notre tradition depuis 1789, où l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme dit très clairement « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Et c'est ce qu'a rappelé la présidente du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté à l'élu Rassemblement national qui l'interpellait, en disant que la personne accompagnatrice scolaire, la maman qui était présente là, ne créait aucun trouble par sa présence, et que le trouble était créé précisément et volontairement par l'interpellation de l'élu Rassemblement national. Alors, je suis d'accord avec une chose, d'accord avec Richard sur un point et en désaccord sur un autre. Alors, je suis d'accord sur le fait que c'est un peu l'attitude du ministre de l'Éducation nationale qui a finalement relayé, sinon ce qui aurait été contenu, je pense, dans un périmètre assez limité. Dans le fond, dans la citation qu'a rappelé Philippe en disant, quand Jean-Michel Blanquer dit c'est que le voile islamique n'est pas conforme à nos valeurs, ce qui est gênant, c'est que ça veut dire que le ministre pose un acte d'interprétation théologique de ce que signifie le voile, et que ce n'est pas ça qu'on attend d'un ministre de l'Éducation nationale. On ne sait pas les raisons pour lesquelles des femmes portent le voile, on ne peut que le présumer. Et le présumer par l'observation extérieure. Et donc, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est un acte de liberté de conscience et dont l'interprétation, est-ce que c'est par contrainte, est-ce que c'est par choix, est-ce que c'est un signe de soumission ou un signe d'émancipation, un signe de revendication d'une appartenance religieuse, tout cela relève d'une interprétation théologique qui n'a rien à faire dans le discours d'un ministre de l'Éducation nationale. Donc, il faut en rester à une observation la plus neutre possible. En revanche, je suis en désaccord sur un point avec Richard, c'est que quand il dit qu'on n'a pas trouvé le point d'équilibre, moi je pense qu'on a le point d'équilibre. Le point d'équilibre, et ce que montrent les chiffres rappelés par Philippe, c'est que la loi de 1905 est parfaitement acceptée, elle n'est peut-être pas tout à fait comprise, y compris parfois par les défenseurs de la laïcité, mais elle est acceptée, personne ne l'a... D'ailleurs, tout le monde s'exprime au nom de la laïcité. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a eu une loi en 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires. Je voudrais juste rappeler que c'est une loi qui est issue d'un rapport datant de 2003, qui était le rapport de Bernard Stasi, qui réunissait beaucoup de gens très compétents, que ce rapport avait proposé une vingtaine de mesures contre les discriminations, pour une meilleure intégration dans la République, pour l'égalité, et que parmi ces vingtaines de mesures, aucune n'a été mise en œuvre, sauf l'interdiction portant sur les signes religieux, alors même que les membres de cette commission avaient montré la solidarité qui unissait l'ensemble de ces propositions. Dans leur esprit, il fallait mettre en œuvre l'ensemble des propositions pour que ça ait un sens. Or, Jacques Chirac, qui bien sûr avait réuni cette commission à cette fin, n'a retenu en fait qu'une seule recommandation, et c'est ça peut-être qui crée un déséquilibre dans cette loi. Ensuite, ce qui se passe, c'est que nous sommes devant une affaire. Et une affaire au sens médiatique. Qu'est-ce que c'est qu'une affaire ? C'est une construction médiatique particulière dans laquelle un sujet est élaboré de manière à ce qu'il soit présenté comme problématique alors qu'il ne tombe pas sous le coup de la loi, de manière à obtenir une évolution de la législation. Et là, c'est exactement le cas, c'est-à-dire qu'on a une attitude qui est légale, conforme au droit, une maman qui porte un voile, mais qu'un certain nombre d'acteurs veulent absolument présenter comme problématique, de manière à induire l'idée qu'il y aurait un vide juridique et que, profitant de l'émotion créée dans les médias par ce sujet, il faudrait pousser le législateur à prendre dans l'urgence une décision, une nouvelle loi. Et d'ailleurs, le groupe conservateur au Sénat s'est engouffré dans cette brèche et a proposé ça. Donc ça veut dire qu'il y a des groupes, des sensibilités politiques qui mettent ce sujet sans cesse en haut de l'agenda. Et c'est pour ça qu'on a
a ça, et ces groupes ne sont pas d'ailleurs tous d'extrême droite. Ils essayent de créer des moments d'émotion de manière à obtenir une nouvelle loi. Et quand ce ne sera pas sur les accompagnatrices scolaires, eh bien, ce sera sur les mairies, ce sera sur d'autres sujets. Et donc, je pense qu'il faut garder un très grand équilibre et une très grande modération sur ce sujet qui suscite des passions assez confuses. Le regretté Philippe Muret avait trouvé un à peu près qui s'appliquait tout à fait à la définition des affaires que vient de donner Marc-Olivier, c'est le désir du pénal. Espérons en plus que les vides juridiques continuent à être vides pendant un bon moment. François Bujon de l'Étang. Bon, c'est un sujet très difficile parce qu'il se prête à toutes sortes de mauvaises interprétations ou d'amalgames un peu malheureux. C'est un sujet relativement récent. On se réfère tout le temps à la loi de 1905. Il ne faut pas oublier que le problème du voile, c'est un problème importé dans notre société. En 1905, personne ne portait le voile en France. La question ne se posait évidemment Sauf pas. La Vierge Marie dans les églises. Comment ? Sauf la Vierge Marie dans les églises. Oui, enfin, ça, c'est de Saint-Vincent de Paul portait une sorte de... c'est une loi anticatholique qui date de 1905, à une époque où il n'y avait pratiquement pas de musulmans en France, ou en tout cas, il y en avait un nombre négligeable. Donc, cette loi qui reste l'alpha et l'oméga de ce qu'on appelle en France, avec un L majuscule, la laïcité, est très difficile à appliquer, à tirer vers une situation plus récente, importée avec l'immigration musulmane. Et on invoque, à mon avis, cette loi souvent à tort. Alors, tout ça est follement compliqué. Et quand l'un d'entre vous, je crois que c'était Richard Verly, a dit qu'il y avait des élucubrations, le mot est juste, il y a énormément de sottises ou d'élucubrations dans le débat public et dans le débat politique à ce sujet. Si on essaye de garder comme guide le simple bon sens, qui est la chose au monde finalement la plus mal répartie, il y a un certain nombre de choses à dire. Le premier, c'est que la laïcité de la loi de 1905, ça veut dire au fond pas de signe visible de l'appartenance à une religion à l'école. Alors vous pouvez les tirer vers, comme le fait le président Macron dans son propos tenu à La Réunion, vers le service public d'une façon générale, élargir de l'éducation nationale aux autres services publics. Pas de port de signe visible de l'appartenance à une certaine religion. Les catholiques s'y conforment, les juifs de France s'y conforment magnifiquement depuis le début, parce qu'ils ont leurs propres écoles privées quand ils veulent porter... quand ils veulent porter des signes religieux, ils ne le font pas à l'école publique, et il y a eu plus de difficultés avec la communauté musulmane, comme l'a illustré l'incident de Creil. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que le port du voile dans l'espace public ne ressortit pas, si j'ose dire, à la laïcité. C'est autre chose, c'est un autre sujet. C'est une question de convenance personnelle, de croyance personnelle. Bon, si vous croyez que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, mon cher Marc-Olivier, vous faites un procès un peu sévère à M. Blanquer. Il a des opinions, il en fait part. Alors bien sûr, il est ministre de l'Éducation nationale et on peut lui reprocher, à juste titre, d'avoir jeté inutilement de l'huile sur le feu. Mais au fond, dans ce qu'il a dit, il n'y a pas grand-chose de vraiment répréhensible. Ça vous choque parce qu'il est le ministre de l'Éducation nationale en exercice et que il a effectivement jeté de l'huile sur le feu. Mais quand il dit que le voile islamique, ce que le voile islamique dit sur la condition féminine n'est pas conforme à nos valeurs, c'est difficilement critiquable. Et quand il dit il n'est pas souhaitable dans notre société, on peut comprendre qu'il le dise. Alors il y en a d'autres qui pensent différemment, mais ça c'est une chose, c'est autre chose. Donc le port du voile dans l'espace public, c'est un sujet difficile sur lequel on a prétendu réglementer ou légiférer, mais ce n'est pas facile à faire. Si vous vous mettez à dire vous ne pouvez pas porter le voile, ou quel voile d'ailleurs? Un foulard sur la tête, ou une burqa, ou une abaya, ou le visage masqué? Enfin, on pourrait entrer dans d'infinies discussions là-dessus, mais vous n'allez pas avoir une police des mœurs, comme les Pasdaran en ont une dans les rues de Téhéran, ou comme les Saoudiens en ont une dans les rues de Riyad. Ce n'est pas notre genre de beauté, grâce à Dieu. Maintenant, une troisième remarque, toujours de bon sens, c'est qu'il faut savoir faire
la démarcation entre ce qui est un comportement, je dirais, ordinaire de la vie courante, c'est-à-dire porter le voile par tradition, ou bien les provocations islamistes, comme l'incident de Creil, ou comme le Burkini, par exemple, qui sont des provocations islamistes. Là, il faut effectivement réagir. Et effectivement, on en arrive finalement à l'essentiel. Et l'essentiel sur lequel, je crois, il faut insister, et j'espère que le président de la République le fera, c'est que les lois de la République sont les lois de la République. Elles doivent s'imposer à tout le monde au sein de la République, et il n'y a aucune loi d'inspiration religieuse ou autre qui puisse être considérée comme supérieure aux lois de la République. Ça, c'est inadmissible, et ça, c'est une frontière qu'il faut défendre vigoureusement. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, quand j'entends François évoquer se réjouir de la laïcité, Dieu, grâce à Dieu, oui. je pense à cette réplique d'une pièce de boulevard où l'un des personnages dit « Je suis athée, Dieu merci ». Voilà. Mais oui, moi je trouve effectivement ce débat est très intéressant et très embarrassant, parce qu'en fait il est marqué par une triple incertitude. D'abord l'incertitude sur la signification exacte du voile. Moi, je me rappelle le deuxième article que j'ai écrit dans ma vie. Le premier avait été consacré à Roland Barthes, dans les années 60. Vous voyez, tout ça ne me rajeunit pas. Il y a prescription. Mais c'était un article, je crois l'avoir évoqué déjà ici, d'un livre de Germaine Tillon qui s'appelait « Le harem et les cousins ». Et Germaine Tillon démontrait de façon extrêmement, avec un anthropologue extrêmement distingué, montrait de façon très nette que le port du voile n'avait rien à voir avec la religion, d'où le fait que la religion catholique, que la Vierge est toujours, il n'y a pas, dans aucune église, on ne trouve une Vierge non voilée. Une Vierge en cheveux, comme oui, on disait une Vierge en autrefois. cheveux. Et je ne sais pas si c'est encore le cas au Vatican, mais il y a quelques années, on ne pouvait pas aller avoir une audience pontificale pour une femme en cheveux. Donc alors, elle montre que, en fait, ça n'a rien à voir avec ça, que c'est simplement, ça apparaît dans ce qu'elle appelle l'ancien monde avec l'exogamie. C'est-à-dire que c'est un système de protection des hommes pour conserver leurs femmes et éviter qu'on les leur vole. Donc on n'est pas du tout dans un phénomène religieux, mais dans un phénomène de mise en cause des droits de la femme. C'est quand même très important de montrer que là, il y a quelque chose d'autre que l'islam. Et donc on ne sait pas. Est-ce que quand on interdit le voile, on protège les femmes ? Est-ce que quand on interdit le voile, on protège la laïcité ? Et est-ce que c'est le même degré d'oppression, enfin, qui est selon le voile. Alors, c'est la deuxième incertitude. Qu'est-ce qu'un voile ? Je crois quand même que c'est pas du tout la même chose d'avoir un voile type Vierge Marie, un voile qui vous couvre la tête, ou le voile qu'ont la plupart des musulmanes que nous croisons dans les rues en France. C'est pas du tout la même chose que d'avoir la dissimulation systématique de l'identité avec le niqab, etc., sans aucun visage, et vous ne savez pas si vous avez en face de vous une femme ou le commandant du Paty du Clam, qui s'était, comme vous savez, déguisé en femme pour passer des fausses pièces contre Dreyfus. Bon, donc c'est pas du tout la même chose. Je crois que le problème du visage est central. Il faut pouvoir envisager les gens. Mais donc là, il y a là un moyen de terme. Puis troisièmement, la troisième incertitude, c'est celle qui a été évoquée dans le discours récent du président de la République, où il distingue le service public et l'espace public. Effectivement, il dit que c'est son affaire. Je suis d'accord avec Richard. Je trouve que c'est un petit peu égocentrique comme approche des choses. C'est notre affaire à tous. C'est l'affaire de l'État et c'est notre affaire à tous. Mais c'est vrai qu'il y a une distinction quand même très importante. Le service public, c'est l'État qui s'adresse aux gens et il doit être d'une neutralité absolue. Évidemment, on doit dans tous les cas respecter les droits des femmes, il doit être d'une neutralité absolue. L'espace public s'impose effectivement le devoir de respect de l'égalité et de l'identité des femmes, donc ça, notamment sur le niqab, mais la loi de 1905, la laïcité telle qu'on l'entend, autorise chacun à
afficher dans des conditions évidemment décentes et compatibles avec l'ordre public, ces sentiments religieux. Je crois que là, on retrouve la loi de Briand, parce que c'est Briand qui est quand même... rendons hommage aux libéraux, quand même. C'est une loi libérale. C'est beau être un ancien socialiste, Briand. C'est toutes ces grandes lois opportunistes dont nous vivons, sur la liberté de la presse, sur la liberté d'association, sur la liberté syndicale, sur la liberté communale. Toutes ces lois opportunistes, de république opportuniste avec un grand O, ont été faites dans un climat libéral. Et il faut quand même bien voir que nos droits fondamentaux reposent là-dessus. Mais c'est donc quelque chose qu'il faut il faut faire cette distinction. Alors, est-ce que le fait d'accompagner des enfants en sortie scolaire, ça fait partie du service public? Je dis que non. C'est les familles, elles sont là comme usagers. Donc voilà. Alors maintenant, en conclusion, Blanquet, moi je suis un bon centriste, donc je suis pour une solution de moyen terme. Je crois que la bonne solution, le bon principe, c'est qu'on ne doit pas tolérer, ni dans l'espace public, ni dans le service public, on ne doit pas tolérer des signes, des accoutrements qui dissimulent l'identité des personnes auxquelles on s'adresse. Je dis deuxièmement que dans le service public, on doit maintenir la neutralité religieuse efficace. Et pour Blanquer, je comprends très bien ce qu'il dit, mais je crois que c'est effectivement préoccupant qu'un ministre dise « je n'interdis pas, mais je déconseille ». C'est quelque chose, on lui demande « mais qu'est-ce que vous faites ? C'est bon ou c'est mauvais ? Expliquez-nous pourquoi vous ne réprimez pas. Si vous trouvez que il peut y avoir des raisons, de choses qui sont pas très bonnes, mais qu'on peut pas réprimer parce que ça crée plus de désordre que d'ordre. » Donc je pense que derrière tout cela, et c'est ça que je voulais dire en conclusion, Jean-Michel Blanquer s'émancipe politiquement. Il prend la mesure, à tort ou à raison, du fait que ce débat va devenir, parce que l'opposition sera demain entre le Rassemblement national et la majorité actuelle, que ce débat va devenir central et qu'avec les difficultés de survie de LR, il y a effectivement un espace politique qui doit être occupé par des gens qui sont allergiques à cet hyper-islamisme d'une partie de la société et dont il ne faut pas laisser le monopole au Rassemblement national. Je crois que les arrière-pensées politiques sont très présentes derrière le discours du ministre de l'Éducation nationale. À ce stade de notre conversation, il a beaucoup été question de la liberté des femmes et de la protection de leurs droits. Je ne peux pas faire semblant de ne pas remarquer que pour la première fois depuis le début de l'année, nous sommes 4 hommes autour de cette table. Et nous ne sommes pas voilés. Nous ne sommes enfin à l'intérieur de la tête, vous allez savoir ce qui se passe. Mais je dis parce que je suis frappé du fait qu'il y a derrière les podcasts, derrière les émissions de radio, derrière tout, il y a des gens à l'affût qui se précipitent sur les réseaux sociaux pour dénoncer le complot. Donc je voudrais leur épargner cette peine si c'est possible. Mais je sais que ça n'est pas possible car ça n'est pas pour eux une peine, c'est un plaisir. Mais c'est comme ça. Voilà, il se trouve que cette semaine, nous sommes 4 hommes. Marc-Olivier Padis, vous êtes l'un d'entre eux. Oui, mais justement, je vais faire 3 remarques. La première, c'est que sur le visage masqué, il n'y a pas de discussion. Il y a une loi qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, une loi qui est faite pour viser l'efficacité des caméras de surveillance et qui vise tout aussi bien les sweats à capuche que les niqabs, qui sont quand même beaucoup moins fréquents que les sweats à capuche. Elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Non. Elle n'est pas appliquée. Promenez-vous dans le quartier où j'ai mon bureau, c'est-à-dire près des Champs-Élysées, rue François 1er, etc. Vous verrez des touristes qui viennent manifestement du Golfe et qui ont le visage caché tous les jours. Tous les jours. Alors, deuxième remarque... On ne va pas les arrêter. Ce sont des Saoudiennes. Ce sont des Saoudiennes qui viennent... Ou ce sont des Qataris ou que sais-je. Ils sont dangereux, soit ils sont trop riches dans le quartier de François et mais on ne peut pas les arrêter. La loi n'est pas appliquée. La deuxième remarque porte précisément sur ce que disait à l'instant Philippe, c'est-à-dire que nous sommes 4 hommes et nous ne sommes pas voilés. Moi, oui, 5, excuse-moi. Le genre dissimulé, mais pas voilé. C'est ça. Pas dissimulé au point de n'être que 4. Je partage avec Jean-Louis une très grande admiration pour Germaine Tillon, l'anthropologue, et je dirais simplement sur la signification du voile, et si on posait la question aux femmes qui portent le voile ?
qu'est-ce qu'elles en disent ? Est-ce qu'elles disent « je le porte en signe d'oppression parce que je me sens opprimé », etc. Libération a fait un décompte cette semaine sur les chaînes d'information. Il y a eu 85 débats sur le voile, 286 invités, aucune femme voilée. Donc moi, ce que je dis simplement sur « je ne sais pas, je suis sceptique », je veux dire, mais qu'on pose la question aux intéressés, on leur dit « vous êtes sous domination ». Certaines disent non. Laissons-leur au moins l'hypothèse de la liberté de conscience. Troisième remarque très rapide, mais j'y tiens véritablement, c'est que je suis complètement d'accord avec François, la loi 1905 a été pensée dans un contexte où c'est l'Église catholique qui était dominante. Cela dit, je ne peux pas ne pas vous corriger et vous serez d'accord sur le fait qu'il y avait évidemment très peu de musulmans en France en 1905, sauf dans 3 départements français, qui étaient les départements d'Algérie. Et s'est posé la question au moment de la délibération, qu'est-ce qu'on va faire de l'Algérie ? Et à ce moment-là, il y a eu un amendement au Sénat, en 1905, disant pour l'Algérie, on verra plus tard. Décret en 1907, savoir qu'est-ce qu'on fait ? Et à ce moment-là, évidemment, on est dans une situation coloniale, on dit oui. Alors évidemment, la loi de 1905 ne désigne aucune religion, c'est une loi de séparation des cultes. Et donc, il n'y avait aucun obstacle à ce qu'on applique la loi de 1905 en Algérie. Mais on ne l'a pas fait. Et on s'est privé de plus d'un siècle d'expérience sur qu'est-ce qu'on ferait. On est resté dans un rapport paternaliste. C'est le ministère de l'Intérieur, c'est un bureau du ministère de l'Intérieur qui gérait l'islam depuis Paris, en Algérie, et les oulémas ont demandé à plusieurs reprises que la loi 1905 leur soit appliquée, c'est-à-dire que les autorités religieuses musulmanes en Algérie voulaient l'application de la loi 1905. Et c'est l'État colonial français qui ne l'a pas fait. Donc je signale simplement qu'on paye aussi un certain héritage colonial dans cette histoire. Jean-Louis Bourlanges. Oui, juste un mot sur la question de savoir s'il faut demander ou pas, et si c'est pertinent comme instrument de demander aux femmes voilées musulmanes ce qu'elles pensent du voile. Je citerai simplement Pierre Bourdieu, qui disait à peu près que plus on est asservi, moins on est en mesure de comprendre, de reconnaître et d'exprimer son asservissement. C'est pour ça que Bourdieu n'est pas un penseur de l'émancipation. C'est évident. Non, je suis d'accord avec ça aussi. Mais par contre, c'est un grand nourricier de ce nouveau cléricalisme qui est le cléricalisme des sciences humaines. Richard Verly. Et peut-être un mot pour parler quand même de l'école. Parce que il y a un autre aspect à cette affaire, à cette polémique, c'est au fond le destin des enfants qui sont à l'école. Nous parlons de l'école publique. Le fait que ces mamans, puisque cette dame est une maman d'élève, d'ailleurs son enfant était avec elle, son fils était avec elle au conseil régional de Bourgogne. Le fait qu'elles accompagnent les sorties scolaires, mais qu'elles confient leurs enfants à l'école publique, une école publique où le voile n'a pas droit à l'intérieur des bâtiments, me semble une excellente chose. Si l'école publique se voit accorder l'éducation d'enfants de familles musulmanes et de familles musulmanes pratiquantes, c'est une très bonne chose. C'est un signe de confiance de ces familles dans l'État, et je trouverais dommage qu'il soit rompu ou fracturé, parce que n'oublions pas qu'il y a des écoles islamiques qui rêvent de récupérer ces enfants, tout comme d'autres cultes ont pu le faire. Et donc, encore une fois, valoriser l'instruction publique, y compris dans des milieux dont le comportement peut choquer, me semble être une très bonne chose. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à la situation politique en Israël, c'est-à-dire au blocage en Israël. Les élections du 17 septembre dernier ont confirmé cette situation de blocage. Comme lors des élections du 9 avril précédent, le parti de droite nationaliste du Premier ministre Benjamin Netanyahou, le Likoud, a fait jeu égal avec l'alliance centriste bleu et blanc de l'ancien général Benny Gantz. Ces résultats ont marqué la fin d'une campagne tendue, marquée par un fort usage par le Likoud de fausses informations et de tentatives de pression visant à décourager le vote de l'électorat arabe, qui lui est traditionnellement hostile. Chargé de former un gouvernement par le président Reuven Rivlin, Benjamin Netanyahou a annoncé avoir échoué le 21 octobre. Il a fait porter à Benny Gantz la responsabilité de cet échec. Les analystes politiques ne donnent pas à l'ex-général davantage de chances de réussir à former un gouvernement qu'au Premier ministre sortant. Netanyahou pouvait compter sur 2 partis ultra-orthodoxes, Chasse et Judaïsme unifié de la Torah, tandis que Benny Gantz a reçu le soutien de la gauche et de Liste unifiée, Liste arabe, qui a réalisé un score historique qui la place à la 3e place. Il s'agit toutefois
d'un soutien de liste unifiée sans participation. Le seul parti refusant d'appuyer un des deux blocs, le parti laïque d'extrême droite, Israël Beitenu, d'Avigdor Lieberman, ancien proche de Netanyahou, se pose en faiseur de roi. Lieberman refuse jusqu'ici d'appuyer le bloc de droite de Netanyahou du fait du soutien des ultra-orthodoxes, ainsi que le bloc centriste de Benny Gantz, du fait de l'appui reçu par la liste arabe. En cas d'échec de Benny Gantz à former un gouvernement minoritaire, le cas improbable dans lequel Lieberman accepterait de ne pas voter contre l'investiture de Gantz, un gouvernement d'union nationale entre les deux principaux partis pourrait être présenté à la Knesset. Pour le moment, cette solution a été refusée par Netanyahou, qui refuse de lâcher ses alliés ultra-orthodoxes, et par Gantz, car elle permettrait à Netanyahou de rester au pouvoir, ce que le dirigeant bleu et blanc refuse, du fait des accusations qui pèsent sur le Premier ministre sortant. Dans ces accusations d'affaires de corruption, Netanyahou pourrait être inculpé d'ici au 15 décembre, et face au risque de renversement par les instances du parti inquiètes que les affaires judiciaires de leur chef ne rejaillissent sur le Likoud, Netanyahou s'est employé ces dernières semaines à museler toute rébellion dans les rangs de son parti, jusqu'ici avec succès. En cas d'impasse, de nouvelles élections pourraient avoir lieu en mars 2020, ce qui en ferait les troisièmes en moins d'un an. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Alors, Philippe, vous avez bien fait ressortir que tout ça est une impasse politique ou une impasse électorale complète. Ce n'est pas la seule démocratie qui se trouve dans une impasse de ce type. Nous en avons d'autres en Europe. Nous voyons les Espagnols, par exemple, qui s'apprêtent éventuellement à retourner aux urnes eux aussi. Mais il n'est pas du tout sûr que les Israéliens arrivent à sortir de leur impasse actuelle. Ils seront peut-être obligés de retourner aux urnes pour la troisième fois en un an. Voilà une nouvelle grande démocratie, très admirable en termes démocratiques, qui se trouve dans l'impasse complète. Alors, il y a des raisons proprement idiosyncratiques, si j'ose dire, en Israël. Il y a d'abord leur loi électorale, qui est quand même absolument épouvantable. C'est la représentation proportionnelle intégrale, qui est évidemment la meilleure recette pour que les principaux partis soient l'otage de partis minoritaires, en l'occurrence de partis religieux. Et je pense que les partisans en France ou ailleurs de la représentation proportionnelle devraient méditer l'exemple israélien et les conséquences extrêmes vers lesquelles il mène. Heureusement, personne en France ne préconise la proportionnelle intégrale. C'est un premier problème. Le second, c'est l'usure du pouvoir. Alors ça, on voit ça dans d'autres pays aussi et dans d'autres démocraties. Mais Benjamin Netanyahou est aujourd'hui le premier ministre israélien qui a exercé le plus longtemps les fonctions de premier ministre. Et c'est un personnage hors du commun. Il y a un facteur Netanyahou personnel très important. Il est usé, il a des problèmes judiciaires. Ceux-ci vont être jugés incessamment. Et c'est un personnage, comme on dit dans le langage moderne, terriblement clivant. Donc c'est un cas un peu extrême, si vous voulez. Mais on peut regretter et verser une larme au passage sur le fait que cette seule vraie démocratie du Moyen-Orient montre aujourd'hui plutôt l'exemple d'une impasse et d'une démocratie qui tombe en panne, en quelque sorte. Le tout au moment où il y a des choix décisifs à faire sur l'avenir d'Israël, puisqu'au fond, l'avenir de la question palestinienne est en jeu. Netanyahou avait proposé au cours de la campagne électorale d'annexer un certain nombre de colonies de Cisjordanie, ce qui rendrait définitivement et évidemment impraticable la solution à deux États. Benny Gantz, au fond, n'est pas trop loin de cette solution, et il n'y a pas d'immense divergence entre eux. Il y a une divergence de style, mais pas vraiment de fond, sur le traitement de la situation palestinienne. Alors, ayant été, dans les premiers temps de ma carrière, sous l'autorité d'un ministre des Affaires étrangères prestigieux qui s'appelait Kouf de Murfield, j'ai un peu tendance à l'imiter. Si on était venu lui expliquer tout cela, il vous aurait sans doute répondu, comme il le faisait après tout exposé analytique d'un problème difficile, oui, au fond, est-ce que tout ça est vraiment très important ? Eh bien, on peut se poser la question, effectivement. Et on peut soutenir que l'équation sécuritaire d'Israël a complètement changé au cours de ces dernières années. Et qu'au fond, comme dirait Couve, ce n'est peut-être pas si important que cela. Parce que ce n'est plus la question palestinienne qui est le problème sécuritaire majeur pour les Israéliens. Vous pouvez le déplorer, je le fais pour ma part, mais ce n'est plus le problème. La négociation avec l'OLP est complètement gelée.
gelé, la situation à Gaza est complètement gelée, le conflit palestinien est un conflit de basse intensité que les responsables israéliens considèrent comme gérable. Au fond, on peut vivre avec ce problème. Pour eux, c'est l'Iran qui est devenu prioritaire. Et la sécurité d'Israël, aujourd'hui, ce n'est pas les Palestiniens qui la menacent, c'est l'Iran et ses séides, par exemple, comme le Hezbollah. Ça, c'est le problème principal. Et l'hostilité d'Israël, qui ne se dément pas envers l'accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien, par exemple, le fait que les Israéliens n'aient aucune alternative à proposer, le fait qu'ils entraînent Washington à prendre des sanctions de plus en plus radicales contre l'Iran, voilà les vrais problèmes. Or, sur tous ces sujets, je n'entends pas de divergence fondamentale entre le Likoud de M. Netanyahou et le Parti bleu et blanc de M. Benny Gantz, au fond. Ils chantent avec une voix différente, mais la chanson, si j'ose dire, n'est pas fondamentalement différente. Et la ligne de plus grande pente entraîne naturellement Israël vers une certaine dose d'annexion des territoires occupés ou d'incorporation à Israël de colonies qui, pour l'instant, étaient simplement des colonies dans des territoires occupés. Marc-Olivier Padis. Oui, de ce point de vue-là, c'est assez préoccupant, effectivement. Moi, je pense que ce qui justifie un certain intérêt pour le sujet, c'est qu'on assiste sans doute à la fin de la carrière de Benjamin Netanyahou, parce que dans l'équation qu'a présentée Philippe au début, on se dit, bon, en faisant un petit pronostic, mais qui vaut sans doute pas grand-chose, qu'un gouvernement d'union nationale est possible en Israël, à condition que Benjamin Netanyahou ne soit pas le Premier ministre, et sans doute une partie de la droite serait sur le point pourrait le lâcher. Et donc, c'est un peu l'occasion de s'interroger sur cette carrière politique assez extraordinaire de Netanyahou, qui a gagné ses premières élections en 1996 et qui, aujourd'hui, laisse un pays profondément divisé, ce qui est assez étonnant quand on observe la vie politique de ce pays. Et je pense que Netanyahou a anticipé un style politique qu'on voit se diffuser plus largement aujourd'hui dans certaines démocraties, faite justement de clivage et d'agressivité. Et sa première campagne électorale en 1996 était assez représentative pour ça, parce qu'il l'a quand même gagnée dans un contexte particulièrement défavorable pour la droite, puisque le Premier ministre Yitzhak Rabin venait d'être tué par un fanatique juif, et que son adversaire avait auréolé par le prestige du prix Nobel de la paix quand même, et son expérience politique, Shimon Peres, aurait pu l'emporter. Et là, Netanyahou l'a emporté avec une campagne extrêmement agressive et très efficace, qui anticipait à certains égards le style de beaucoup de campagnes électorales aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'observer qu'il a recruté à ce moment-là un conseiller qui s'appelle Arthur Finkelstein, qui est un juif américain, qui avait déjà fait campagne pour Barry Goldwater, pour Nixon et pour Reagan, et qui l'a encouragé à faire ces campagnes centrées sur la démolition de l'adversaire. C'est-à-dire vraiment d'introduire cette agressivité ostensible en accusant Pérez de vouloir abandonner Jérusalem, ce qui évidemment était à la fois faux, mais un drapeau rouge extrêmement fort. Et alors c'est très intéressant parce que cet Arthur Finkelstein a conseillé finalement Netanyahou à chaque élection, et il a exporté son style de campagne électorale un peu dans différents autres pays, et notamment en Hongrie. C'est lui qui a aidé Viktor Orban à conquérir le pouvoir avec exactement les mêmes méthodes, ce qui explique le rapprochement récent et inattendu entre Orban et Netanyahou, qui s'est fait en dépit des campagnes antisémites d'Orban, en particulier contre George Soros. Donc c'est un éclairage un peu particulier sur disons les coulisses de la politique, mais je pense que aujourd'hui, la diffusion de ce style de campagne électorale est un facteur très préoccupant pour la vie politique. Richard Verly. Au fond, Israël, aujourd'hui, se retrouve confronté à deux questions qui sont celles qui agitent beaucoup de démocraties. La première, c'est, Marc-Olivier vient de le dire, celle d'une société extrêmement polarisée,
où les années Netanyahou ont contribué à, au fond, densifier le degré de colère, de ressentiment des deux côtés de l'électorat. Et d'autre part, Israël a quand même un problème aujourd'hui peut-être d'identité. Et ce n'est pas un hasard si ceux qui tiennent la clé, ce sont les partis qui représentent notamment l'immigration russe, les immigrants russes, parce que comment on répond à cette question, qu'est-ce qu'être israélien aujourd'hui? Surtout dans un contexte, comme l'a dit François, où l'adversaire n'est peut-être plus l'ennemi, enfin, celui auquel on s'adresse n'est peut-être plus le Palestinien, c'est l'ensemble de la région qui vous entoure. Et donc, derrière ces élections à répétition, ce n'est pas pour moi seulement une impasse politique, c'est une impasse, ou en tout cas une interrogation identitaire qui se pose à cet État d'Israël qui ne trouve pas, au fond, les réponses à la donne qui sera celle de l'avenir, à la donne géopolitique, à la donne sociale. On parle beaucoup de l'État start-up, la start-up nation israélienne qui fonctionne très bien, qui s'exporte partout. Mais est-ce que ça suffit pour faire renaître ou alimenter un consensus social durable? Donc toutes ces questions, on les voit mal parce qu'elles sont dissimulées par l'équation Netanyahou, mais à mon avis, elles constituent le ciment de toutes ces fractures, de toutes ces lézardes qui rendent la constitution d'une majorité impossible. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est pour moi, je ne connais pas vraiment suffisamment la situation politique israélienne pour avoir un avis véritablement fondé sur l'équilibre politique qui pourrait sortir de cette affaire. Ce qui me frappe, c'est quand même l'accumulation d'au moins 3 paradoxes très importants. Le premier de ces paradoxes, c'est que ce qui va mettre à bas, ce qui a mis à bas, au moins sera-t-il un phénix qui renaîtra de ses cendres, je n'en sais rien, mais ce qui a mis à bas Netanyahou, c'est une querelle judiciaire entre 2 protagonistes, lui-même et quelqu'un, le procureur Aviai Mandelblit, qui était proche de lui politiquement. C'est donc une querelle interne, c'est pas une querelle vraiment politique, c'est une sorte, ça fait penser d'ailleurs à une sorte de remake de l'affrontement des prophètes et des rois dans la Bible. Le roi qui a tous les péchés d'Israël, c'est le cas de le dire, c'est Netanyahou, et le prophète, c'est le gardien de l'ordre judiciaire qui lui montre à quel point il manque à la mission qui est la sienne. Et effectivement, derrière tout ce qu'on prête à Netanyahou, il y a des possibilités extrêmement sérieuses de mise en cause des équilibres fondamentaux de la démocratie israélienne. Le deuxième paradoxe, c'est que c'est un pays où la gauche, le centre-gauche, est formé d'une coalition qui est dirigée par les 3 chefs historiques de l'armée, de Tsahal. Ce qui est intéressant, parce qu'en principe, on attend de l'armée qu'elle ait une position un peu nationaliste dans nos critères, eh bien là, c'est plutôt eux les modérés, et ça fait réfléchir, à la lumière de ce qu'a fait observer François, à savoir que le problème numéro 1, c'est le problème de rapport militaro-politique avec l'Iran. Donc, on a là des militaires qui sont quand même extrêmement soucieux de la jouer plus modérément que la droite. Et le troisième paradoxe, c'est qu'on a, dans un pays quasiment théocratique dans sa formation, très marqué par une extrême droite religieuse, celui qui apparaît comme leader de l'extrême droite, c'est justement une extrême droite laïque, Lieberman. C'est quand même assez étonnant. Mais il est donc pas entièrement représentatif, loin de là, de l'ensemble de l'extrême droite. Et on dit de lui que c'est un faiseur de rois, le Kingsmaker, comme on disait dans l'Angleterre du XVe siècle et dans Shakespeare en parlant de Warwick, qui était le faiseur de rois dans la guerre des 2 roses. Il me semble qu'en réalité, Lieberman, jusqu'à présent, a plutôt montré qu'il était un défaiseur de rois qu'un faiseur de rois. Ça a été l'homme qui, jusqu'à présent, a empêché telle ou telle coalition de se mettre en place. Donc on est dans une situation, c'est là où le génie israélien apparaît, où tous les critères les plus classiques sont bouleversés, modifiés. Alors je ne sais pas du tout ce qui en ressortira, mais j'ai l'impression, je suis entièrement d'accord avec l'analyse qui a été faite par certains d'entre vous, notamment par François, à savoir que le problème palestinien n'est plus qu'un problème parmi d'autres, que le problème général, c'est le problème du Moyen-Orient d'un côté, et là,
en vérité, Israël n'a pas beaucoup plus de moyens que les autres. Elle ne peut pas gérer à elle toute seule le désordre du Moyen-Orient. Et que le second problème, et qui est très net dans les succès électoraux relatifs mais réels de la coalition menée par M. Gantz, c'est l'importance du vote arabe, ce qui détermine, ce qui pèse aussi sur le destin. Le destin d'Israël, c'est en fait électoralement la combinaison entre des familles religieuses qui ont 10 enfants et une pression démographique arabe qui fait que le corps électoral est assez profondément modifié, et tout ceci est source d'une très profonde instabilité. François Bujon de l'Étang. Il me semble, enfin vu d'ici, qu'il y a 2 dilemmes qui se posent à Israël pour l'instant. Le premier est un dilemme véritablement existentiel. C'est celui de l'annexion ou pas des territoires occupés en Palestine. Moi, j'ai un souvenir, excusez-moi de raconter mes souvenirs d'anciens combattants, mais je me souviens d'un déjeuner en tête-à-tête avec Yitzhak Rabin à la Knesset. Il était dans l'opposition à l'époque, en 1987, dans lequel Rabin m'a dit « Il faut faire la paix dans les 4 ou 5 ans qui viennent. Nous avons une fenêtre d'opportunité avec les Palestiniens. Si nous ne la faisons pas, nous laisserons passer une occasion historique et nous nous engagerons dans une voie qui mène inexorablement à l'annexion de territoires arabes et de territoires dans lesquels existe une population dont la démographie est très supérieure à la démographie des Israéliens. Ça veut dire que Israël, à ce moment-là, ne sera plus un État juif et ne sera plus une démocratie, alors que c'était les 2 points essentiels du rêve sioniste. Donc je ne peux pas ne pas y penser au moment où je vois que M. Netanyahou se dirige vers l'annexion. Et le second dilemme, c'est le dilemme, alors sécurité, il n'est pas existentiel, c'est un problème de politique étrangère. Que faire avec l'Iran, le Hezbollah et tout ce qui s'ensuit? Israël, dans ce domaine, arrive à trouver un modus vivendi, arrive à s'arranger avec à peu près tout le monde, avec les Russes, pour pouvoir y faire leur raid en Syrie contre le Hezbollah, avec les Turcs, quand il le faut, avec l'Arabie Saoudite elle-même, puisqu'il y a maintenant des contacts directs et à haut niveau. Mais au fond, qu'est-ce qu'Israël va faire? Qu'est-ce qu'elle va choisir à l'égard de l'Iran? Est-ce qu'elle va choisir la confrontation ou est-ce qu'elle va choisir le containment, ce qui n'est pas du tout la même chose? Voilà les vrais problèmes qui, me semble-t-il, se posent aujourd'hui. Je vous remercie. Nous avons atteint le moment de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je voudrais ouvrir en signalant la parution du numéro mensuel de Books, qui est pour moi une lecture nutritive. La couverture porte la question « Vieillir, mais comment ?» et jusqu'où, ce qui me fournit une aimable transition avec ma deuxième recommandation, qui est un film, le film de Marco Bellocchio. Et pourquoi est-ce que la transition est fournie par vieillir, mais comment et jusqu'où? Parce que Marco Bellocchio montre que la valeur n'a que faire du nombre des années, puisqu'il est quasiment octogénaire, que son film est un film absolument remarquable. C'est l'histoire donc de Tommaso Buscetta, qui est le mafieux repenti, qui d'ailleurs refuse qu'on l'appelle lui-même un repenti, car il dit qu'il s'est conduit en fonction du code d'honneur de la mafia, qui reste profondément un homme d'honneur, comme s'appellent eux-mêmes les mafieux, et que si il a fait tomber Totorina, qui est à proprement parler un monstre, et si ses propres dénonciations à la police ont abouti à cet extraordinaire procès pour lequel il a fallu construire une salle voisine de la prison de Palerme, et dans laquelle il y avait des centaines d'accusés, où le procès a duré pendant des mois et a finalement abouti à la condamnation grâce à l'habileté et à l'entêtement de quelques juges et de quelques procureurs. Donc c'est tout autour de cette affaire de Tommaso Buscetta, qui est joué par un excellent comédien, Pier Francesco Favino, qui vraiment est entré. En plus, j'ai eu l'occasion le film sort mercredi, j'ai eu l'occasion de voir la présentation au Forum des Halles, où Francesco Favino était là, et je dois dire que sa transformation physique dans le film est extrêmement, vous le croisez dans la rue, il est absolument impossible de le reconnaître, mais il n'y a rien d'exagéré, c'est vraiment un film tout à fait remarquable que je recommande. Marc-Olivier Padis. Oui, au risque de paraître un peu obsessionnel, je voudrais conseiller un livre qui s'appelle « Les foulards de la discorde », retour sur l'affaire de Creil de 1989, qui est édité par les éditions de l'Aube avec la Fondation Jean Jaurès. C'est un collectif de jeunes historiens qui
ont vraiment travaillé sur les archives d'un certain nombre d'organisations politiques et syndicales pour revenir sur la manière dont cette affaire, donc la première affaire du voile, comme on l'a dit tout à l'heure, a profondément divisé. Pratiquement, ce qu'il montre, c'est que l'ensemble, en fait, des groupements politiques, syndicaux, des sensibilités ont été divisés. Et le livre, les parcours un par un, le Parti socialiste, les communistes, l'Église catholique, les associations musulmanes, les féministes, les organisations laïques, tout le monde a été fracturé parce que les uns et les autres, en fait, manquaient de doctrine, invoquaient la laïcité de manière un peu mécanique, mais sans vraie réflexion de fond sur les exigences et les tenants et les aboutissants de la laïcité. Et donc, ils ont été pris de court, et c'est aussi une des leçons de cet ouvrage qui est très bien fait, qui vraiment donne un parcours en même temps et qui est un peu décourageant aussi de voir l'aspect un peu répétitif de tous ces débats. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais reprendre et prolonger la présentation qu'avait faite François, je crois, du livre de l'excellent Daniel Joanneau, qui est un de nos ambassadeurs les plus sympathiques, et avec François, bien sûr, enfin, c'est comparable. J'ai dit un des ambassadeurs, qui a donné ce dictionnaire amoureux de la diplomatie dont vous avez parlé. Alors, je le recommande vraiment parce que rentrer dans la diplomatie, c'est toujours assez difficile. Et là, avec le mécanisme du dictionnaire, on picore de façon extrêmement agréable tout un tas de choses et on apprend vraiment plein de choses, c'est bourré d'anecdotes, c'est très très intéressant. J'ai notamment appris que la citation que je croyais être de Clémenceau était en fait de Philippe Berthelot, selon lequel brillant, Poincaré sait tout, comprend rien, brillant ne sait rien mais comprend tout. Et on trouve des choses, et notamment je ne résiste pas au plaisir de vous lire la lettre par laquelle Louis XV a congédié le duc de Choiseul, parce qu'à l'époque on savait quand même parler avec autorité à ses serviteurs, à ses ministres. Mon cousin, ça commence bien, mais ça se termine moins bien. Mon cousin, le mécontentement que me causent vos services me force à vous exiler à Chanteloup, où vous vous rendrez dans 24 heures. Je vous aurais envoyé beaucoup plus loin, si ce n'était l'estime particulière que j'ai pour Madame la Duchesse de Choiseul, dont la santé m'est fort intéressante. Prenez garde que votre conduite ne me fasse prendre un autre parti. Sur ce, je prie Dieu, mon cousin, qu'il vous ait en sa sainte garde. C'est quand même assez admirable. Richard Verly. Nous parlions tout à l'heure du destin d'Israël et le livre dont je vais parler a évidemment quelque chose à voir avec cela puisque c'est le livre de Simone Schwarzbart et Yann Plougastel. Nous n'avons pas vu passer les jours. C'est un livre très émouvant dans lequel Simone Schwarzbart raconte sa vie de couple avec André Schwarzbart, l'auteur du Dernier des Justes, qui a obtenu le prix Goncourt à la surprise générale après la guerre. Et là, je voudrais vous lire une petite phrase de cet extraordinaire livre de mémoire où Simone Schwarzbart, guadeloupéenne, qui a vécu aux Antilles avec son mari, dit « Lui, le juif survivant, le jeune ouvrier, il voulait rendre hommage à une civilisation partie en fumée dans la cheminée des crématoires. Les malentendus, les interprétations enthousiastes mais étrangères à ses intentions, les remarques assassines, les polémiques à rebondissement l'effarèrent tout autant que sa notoriété soudaine. » François Bujon de l'Étang. Eh bien, pour changer d'air, moi, je vous emmène loin du voile islamique et loin des frontières d'Israël, et je vous emmène jusqu'au Vietnam et au Cambodge, pour vous recommander la lecture d'un livre publié cet été seulement aux éditions de l'Équateur, un livre de John Swain, journaliste britannique, qui fut le correspondant du Sunday Times, qui s'appelle, en français dans le texte, River of Time, mémoire de la guerre du Vietnam et du Cambodge. C'est un livre tout à fait remarquable qui fait vivre aux toutes premières loges, si j'ose dire, non seulement la guerre du Vietnam, mais la prise de Phnom Penh, l'arrivée des Khmers rouges, l'installation de ce régime dont personne n'avait soupçonné ce que serait la cruauté. Le livre est extraordinairement vivant, c'est un témoignage de première main. Il avait d'ailleurs été publié en Grande-Bretagne en 1995, mais la Manche étant extrêmement large à traverser à la nage, c'est seulement en 2019 qu'on l'a traduit en français. River of Time de John Swain, voilà une lecture historique. Puisque nous faisons des lectures, je suis tombé sur un poème de René Char dans le recueil des Matinaux. Le poème s'appelle « Qu'ils vivent », je ne peux pas le citer en entier, mais je voudrais juste en citer la fin. « Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté.
Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie. Remercions donc ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission, c'est-à-dire Olivier Magloire, Sophie Jacquin, Benoît Carré qui en assure la transcription dans le compendium, Nicolas Tourneau qui s'occupe de notre site et le fait vivant, Adrien Beccaria qui a enregistré cette émission, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui la produisent. Est-il utile que je vous rappelle que sur notre site, en cliquant à la rubrique « Soutenez-nous », vous trouvez tous les moyens de nous donner les moyens qui nous sont nécessaires. Merci, à la semaine prochaine.